En Algérie même, M. Morin, délégué général, et le général Gambiez ont reçu 68 journalistes venus d'Évian que le gouvernement français a invités à venir se rendre compte de la situation après le cessez-le-feu unilatéral. Pour la première fois, des journalistes du bloc oriental et du monde arabe purent venir examiner librement sur place ces réalités algériennes que jusqu'alors ils se sont refusés à reconnaître. La libération annoncée des prisonniers FLN a lieu dans les divers camps. Certains y ont appris un métier pendant leur internement. Des soldats se sont même transformés en de pacifiques colleurs d'affiches en faveur du cessez-le-feu. À Alger même, il semble qu'après la révolte et la crainte naisse peu à peu une nouvelle forme d'espoir en l'avenir, tant certains aspects de la vie quotidienne paraissent normaux. Les Européens ont retrouvé le calme des plages et dans les quartiers musulmans, les paisibles activités journalières ne laissent pas supposer qu'à quelques centaines de kilomètres de là se joue le difficile destin d'un peuple. Après l'échec de Melun, et 6 semaines après que fut remise la conférence d'Évian, la délégation FLN est arrivée à Genève. À sa descente d'avion, M. Belkacem Krim a pu dire « L'Algérie veut accéder à la vie internationale sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples et d'apporter sa modeste contribution au progrès humain. » Les représentants du GPRA gagnaient aussitôt la villa du Bois d'Avaux, gardée et protégée par des soldats suisses. Après 7 ans de combat et après des mois de contacts secrets, l'accord ayant été confirmé du côté de la France et du FLN sur le principe de l'autodétermination, les négociations sur le cessez-le-feu et l'avenir politique de l'Algérie allaient enfin pouvoir commencer. Deux initiatives allaient marquer le début de cette conférence. D'abord, le transfert de Ben Bella, vice-président du GPRA, emmené par hélicoptère de l'île d'Aix sur les bords de la Loire. Ensuite et surtout, tandis que le FLN rejoignait Évian, la décision prise par la France de suspendre les opérations offensives en Algérie. La mesure annoncée par M. Louis Jox était approuvée par le monde entier, mais suscitait la réaction du FLN, opposée à une décision unilatérale. Cette position fait apparaître combien les dissentiments restent importants au seuil de cette conférence pour le cessez-le-feu en Algérie. Le destin de l'Algérie s'est joué sur ces deux mots, oui ou non. Les ordres du FLN de boycotter les élections n'ont pas abouti, et dans les grandes villes d'Algérie, la vigilance de l'armée et du service d'ordre et de la flotte à Mersel-Kébir a pu empêcher l'agitation prévue par la rébellion, qui ne s'est manifestée qu'à l'intérieur du pays, où des attaques de bandes FLN devaient causer des morts et des blessés parmi les populations. Si de nombreux musulmans se sont abstenus en Algérie même, beaucoup de ceux habitant la France ont tenu à exercer leurs droits de citoyens français et se sont rendus aux urnes malgré les menaces du FLN pour dire oui à l'Algérie de De Gaulle. « 64% d'Algériens et 75% de métropolitains ont finalement donné au général de Gaulle ce oui franc et massif qu'il souhaitait et qui renforce aux yeux des Français et des étrangers son autorité pour l'installation prévue par lui des institutions provisoires algériennes. Le président de la République avait laissé entendre qu'il ne reviendrait pas de Colombey où il a voté si la France disait non à sa politique. Sa victoire et son retour laissent espérer la fin prochaine du drame algérien. L'Algérie, qui se sent de plus en plus isolée de la métropole, a connu une nouvelle poussée de fièvre à la veille du discours du général de Gaulle. Contre ceux qui tentaient de bloquer la circulation à Alger, l'armée a dû intervenir. Manifestants et soldats se sont opposés à coups de pierre et de grenades lacrymogènes.
On appelle conflit algérien les combats qui opposent le FLN à la France. Mais l'opposition des partisans de l'Algérie française à la politique du chef de l'État a créé un autre genre de conflit fait d'excès, visant surtout à désorienter l'opinion publique métropolitaine, mais en définitive sans influence réelle sur le règlement final du drame algérien. Françaises, Français, je souhaite, en notre nom à tous, une bonne année à la France. Pour l'Algérie, nous voulons que 1961 soit l'année de la paix rétablie, afin que les populations puissent décider librement de leur destin et pour que naisse l'Algérie algérienne. Bien entendu, quoi qu'il arrive, la France protégera ses enfants dans leur personne et dans leurs biens, quelle que soit leur origine, tout comme elle sauvegardera les intérêts qui sont les siens. La légitimité républicaine s'est trouvée officiellement rétablie à Alger dès le retour du délégué général, M. Jean Morin, tandis que s'amorçait, sans délai, une énergique reprise en main de l'appareil civil et militaire. L'aventure des généraux n'avait été qu'un feu de paille. Restait encore à encercler Zeralda, le camp modèle de la Légion depuis 5 ans, dont on ne savait pas s'il était devenu un lieu de refuge ou un réduit retranché. Mais bientôt, c'était le repli des para-rebelles en direction de Sidi Bel Abbès. Le dernier carré abandonné. Et cette retraite enveloppée de fumigène semblait bien annoncer la fin d'une mystique. En Algérie, ce jour-là, les paras sont rentrés dans le rang. En longeant la côte, ils auront pu avoir l'image d'une fidélité, celle de la marine, symbolisée par la présence de l'escadre en rade d'Alger. Une page de l'histoire algérienne est tournée. Le prochain chapitre aura-t-il pour titre « La solution ». Oran, coupé du monde, a vécu dans l'angoisse les journées durant lesquelles l'Algérie tout entière s'est préparée au scrutin qui a consacré son indépendance. Tandis que les réservoirs d'essence fumaient encore, une partie de la population faisait un autodafé de son mobilier. L'écroulement de la tentative d'insurrection totale de la politique de la terre brûlée s'est produit brusquement alors que les Européens cherchaient à gagner la métropole, le port d'Oran ayant été rendu à la navigation. C'est Oran qui a donné l'image la plus symbolique de cette réconciliation que souhaitent et la France et le nouveau gouvernement algérien. Sur la place Foch, répondant à l'appel lancé par la commission mixte, près de 5000 personnes, musulmans et européens, ont écouté les paroles d'apaisement de l'évêque et du grand mufti d'Oran. Tandis que dans toutes les villes, à Alger comme à Beaune ou à Constantine, les dispositifs pour le référendum étaient mis en place sous la surveillance de la force locale, le quartier musulman d'Oran était déverrouillé et débarrassé de ses barbelés. Pour la première fois depuis des mois, les musulmans avaient libre accès à la ville européenne. Ceci se passait le 30 juin. À Alger, cependant, et jusqu'aux dernières heures, les différents partis invitaient la population à voter oui. Puis, ce fut ce 1er juillet qui devait marquer le choix de l'Algérie pour un nouveau destin. Avant la fin de la campagne électorale, M. Christian Fouché, au commissaire de France, avait dit « Demain, le peuple algérien décidera de son avenir ».
Personne ne doute de la réponse, l'indépendance et la coopération avec la France. Cette réponse, l'Algérie l'a donnée. Elle a dit oui à plus de 99% des suffrages exprimés. Mais au moment où le conflit franco-algérien trouvait sa solution dans le référendum, la crise éclatait entre le GPRA et certains chefs de la LN. Pour l'Algérie, pour ce peuple venu à l'indépendance, l'heure du réalisme a sonné. Quel sera l'avenir de ces hommes, de ces enfants, de ces ouvriers, de ces paysans? La route sera peut-être dure, mais belle aussi peut-être la récolte pour les deux communautés qui pendant 7 ans se sont trouvées divisées. En Algérie, où les actes de terrorisme ont redoublé de violence, un attentat a provoqué à Alger un incendie qui a détruit aux 3/4 l'immeuble de la Direction générale des contributions. Ces destructions ont accru dans de très fortes proportions le retour des Français d'Algérie. Par avion à Marignane, par bateau à Marseille, ils arrivent par milliers. Pourquoi, comment ces hommes et ces femmes sont-ils partis? Eh bien, on est parti, il y avait 3000 personnes. Et il fallait voir, il y avait réellement des gens qui tombaient. On se marchait les uns sur les autres. La vie n'était plus possible là-bas. Il y avait trop d'attentats, tout le monde s'en allait, des vols, des pillages. Que demandent ces réfugiés? À Paris, le directeur du centre des rapatriés le précise. La principale demande porte d'abord sur le travail, car j'ai trouvé une énorme dignité chez les rapatriés qui nous demandent avant tout du travail, avant même de nous demander une aide. Nous trouvons très souvent en face de cas douloureux, et à ce sujet, depuis une quinzaine de jours, j'ai trouvé en France qu'il y avait récemment, mais de manière très intense, un effort de solidarité. Et je crois que plus que sur le plan administratif, sur l'aide à la constitution des dossiers par exemple, cette solidarité devrait se manifester par une chaleur humaine. On nous faisait assez peur du reste en Algérie. On me disait qu'on serait très mal reçus ici, mais je n'ai pas me faire. On fait des queues interminables, arrivé à midi on nous renvoie, on revient le lendemain et ainsi de suite. Et puis ça fait déjà 2 mois que ça dure, ça. Ces réfugiés ont-ils aujourd'hui l'espoir ou l'intention de retourner en Algérie? Mais je voudrais bien retourner, parce que je suis né là-bas. Et pour y habiter, c'est fini. Je pense plus retourner en Algérie. Oh non, ça jamais. Je ne bouge pas, puisque toute ma famille est là, puis chez moi tout a été détruit. Le FLN est entré, ils ont tout abîmé, ils ont volé tout ce qu'il y avait dedans. Maintenant c'est terminé, je ne pense plus y aller. C'est ce que disent ceux qui reviennent à l'heure où les destructions menacent ceux qui restent en Algérie. Le château d'Aulnoy, d'où Ben Bella a suivi les conversations entre les négociateurs français et FLN, a vu ses gardes doublés par crainte d'un attentat. À Paris même, le quadrillage a été renforcé et les services de police ont procédé à de nombreuses fouilles pour enrayer le trafic du plastique. Pendant ce temps, quelque part dans le Jura, les conversations aboutissaient et à l'Élysée, messieurs Louis Jox, Robert Buron et Jean de Broglie tenaient le président de Gaulle au courant de leurs conversations avant d'en informer le gouvernement. La nouvelle a-t-elle été connue aussi vite dans les campagnes algériennes où en général et depuis plusieurs mois déjà, les musulmans vivent dans un calme qui tranche singulièrement avec la tension des grandes villes? Sans doute. Et dans le même temps, ils ont compris que la paix était en train de se faire entre la France et le FLN. À Alger, par contre, on s'est demandé ce qu'allait faire l'OAS à l'annonce des résultats des négociations en vue de la signature des accords sur le cessez-le-feu. Malgré les inscriptions qui couvrent les murs, il semble que les Européens attendent la confrontation des réalités. Le service d'ordre mis en place ces jours derniers n'a pas eu à intervenir. À l'heure où la métropole et le monde entier sentent qu'une page va être tournée, dans Alger, à qui les fouilles et les barrages donnent l'air d'un camp retranché, tout reste encore possible. En retrouvant son calme, Alger renaît à la vie. Au fur et à mesure que les Russes sont débarrassés de leurs barbelés, la vie quotidienne reprend ses droits, et on imagine difficilement qu'hier encore les Européens ne cherchaient qu'à rejoindre la métropole. Tandis que les nouvelles venant d'Oran faisaient état de la confusion et des événements dramatiques que l'on sait, la paix s'est installée à Alger, où l'acheminement vers le nouveau régime s'effectue peu à peu. Aux environs, le FLN amplifie sa campagne électorale en vue du référendum. À mi-chemin entre les meetings populaires et les kermesses de village, les réunions se poursuivent dans la Mitidja. Cependant, la présence des combattants de la LN laisse penser que certains éléments de l'armée souhaiteraient que celle-ci participe directement
à la vie politique de l'Algérie de demain. C'est à la santé, dont la surveillance a été renforcée, que l'ex-général Salan a été transféré dès son arrestation à Alger. Tandis que des manifestations diverses se produisaient aux portes de la prison, Raoul Salan passait au service d'identité judiciaire. Voici les dernières images de Salan alors qu'il s'était réfugié en Espagne avec son aide de camp, l'ex-capitaine Ferrandi. Il quittait alors Barcelone pour rejoindre Jouhaud, Chal et Zeller et participer avec eux au putsch d'Alger. Avril 61, Pâques 62, cela fait juste un an. Grand procès à Paris, où le haut tribunal militaire présidé par le président Bornet a jugé l'ex-général Jouhaud en tant que chef de l'OAS d'Oranie. Parmi les témoins cités par la défense, le général de Montsabert et Madame Albert Camus. L'ex-général Jouhaud, que l'on voit ici descendant du fourgon cellulaire, a été condamné à la peine de mort au terme de 3 journées de débat. La guerre froide des deux Ben se poursuit en Algérie. Ben Freda a obtenu un triomphe populaire dans l'Algérois, tandis que son rival Ben Bella semble avoir conquis pacifiquement l'Oranie. À Oran, cependant, la vie recommence et le travail reprend timidement. Mais le départ massif des Européens est générateur de chaos et les chefs de la LN s'emploient aujourd'hui à rassurer ceux qui restent par des gestes frappants. C'est ainsi que Si Bakhti, maître de l'épuration, a présenté à la presse les coupables de violence promis par lui à une justice expéditive et exemplaire. Mais ces mesures spectaculaires ne semblent pas avoir tranquillisé les Français d'Oran, puisque le porte-avions Lafayette a dû être mobilisé pour leur rapatriement. L'entrée dans Alger de l'armée populaire au terme d'une période fertile en coups de théâtre signifie-t-elle que la guerre des wilayas n'aura pas lieu? Une longue colonne motorisée a amené dans les rues de la capitale les troupes du colonel Boumedienne qui ont soutenu la position de Ben Bella. L'enthousiasme populaire paraît avoir cautionné la victoire du bureau politique. Et Ben Bella, l'homme fort de la Révolution, peut maintenant mesurer rétroactivement le risque terrible encouru par son pays. La menace de lutte fratricide paraît s'estomper, mais on a eu chaud. Tous les bidonvilles doivent disparaître d'ici un an du territoire de la République algérienne. Telle a été l'affirmation catégorique du ministre du Travail et de la Reconstruction, M. Boumaza, en assistant à Oued Ouaraya, dans la banlieue d'Alger, à la mise en chantier d'une agglomération nouvelle. Plus de 1000 terrassiers ont ainsi commencé à creuser les fondations de la future cité. Pour bâtir une Algérie rénovée, les hommes de bonne volonté ne manquent pas, mais la tâche est immense. De cette Algérie ensoleillée, accueillante, ils ont le souvenir, la nostalgie. Alger-la-Blanche, c'était un symbole dans l'Algérie de naguère où l'air était si doux, le bord de mer si agréable. Et puis, la tourmente, les exactions sont venues, ils ont connu l'inquiétude, la peur. Et en grand nombre, ils sont rentrés en France. En quelques mois, 650 000 Européens et 30 000 Algériens sont ainsi arrivés en métropole. La vie n'était plus possible là-bas. Il y avait trop d'attentats, tout le monde s'en allait. Une impulsion nouvelle va être donnée à la politique des rapatriés, comme l'a déclaré le ministre, M. François Missoff. Ils souffrent certainement de leur inaction. Ils sont décidés à rester en métropole, à raison de 87 ou 88% d'entre eux. Donc il faut tout faire pour leur faciliter leur reconversion en métropole. Nombreux sont les Français d'Algérie qui ont essayé de rester sur la frange méditerranéenne. Mais pour réaliser l'intégration à l'économie nationale de la plus grande partie possible des rapatriés, le gouvernement doit encourager les mutations vers des régions en expansion au nord de la Loire, où le reclassement professionnel, le logement seront des problèmes moins difficiles à résoudre. Recensement des emplois disponibles, information globale par secteur, par grandes industries et par nature des emplois, octroi d'un capital de reconversion, intéressement des employeurs. Telles sont les modalités pratiques de l'opération Rapatriés qui vient d'être lancée pour le printemps 1963. 101 coups de canon ont marqué l'ouverture officielle des manifestations prévues pour célébrer le premier anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Sur plus de 5 km, 4 heures durant, des milliers de militants, de jeunes du FLN et d'ouvriers
ont défilé devant la tribune où M. Ben Bella présidait avec à ses côtés Che Guevara, le représentant de Castro. Mais au lendemain de ce premier anniversaire, M. Ben Bella doit faire face à une opposition de plus en plus forte. Que conservera l'histoire de l'année 1962? Certainement l'indépendance de l'Algérie. Les dernières convulsions de ceux qui ne pouvaient y croire. Les conséquences en Algérie. L'exode des Français. Le réalignement politique en France. L'histoire n'oubliera pas qu'à cause de certaines fusées, à Cuba, le monde a tremblé devant le danger d'une guerre atomique. Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. L'histoire n'oubliera pas l'ouverture du Concile œcuménique de l'ère moderne, qui évoque des problèmes à l'échelle de l'humanité. Mais quelles seront les conséquences historiques du rapprochement franco-allemand? Quelle part fera l'histoire à cette découverte du peuple indien? Il n'y a plus d'Himalaya. Se souviendra-t-on des événements du Yémen? L'histoire se souviendra-t-elle de Berlin 1962? Se souviendra-t-on de la deuxième série d'essais des autobus de l'espace, avec ou sans pilote? Nous ne le savons pas. Ça tourne, annonce. Monsieur Mizoff, première fois. Une opération exceptionnelle de reclassement est aujourd'hui possible et nécessaire. Grâce à l'effort des uns et grâce à l'effort des autres, je suis convaincu quant à moi que nous réussirons cette opération et que par le fait même, nous prouverons la vitalité de notre pays. Une opération exceptionnelle de reclassement est aujourd'hui à la fois possible et nécessaire. Elle est possible parce que un gros effort a été déployé dans toutes les entreprises métropolitaines.